My name is David. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle David Gazaille, je suis directeur des services aux membres et l'apprentissage à Orchestre Canada. Mon pronom est il. Je suis un homme blanc aux cheveux bruns et mon arrière-plan est flou. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle David Gazaille et je suis le directeur des services aux membres et de l'apprentissage à Orchestre Canada et mon pronom est il. Je suis un homme blanc aux cheveux bruns et mon arrière-plan est embrouillé. I would like to start by mentioning that Orchestras Canada is a virtual J'aimerais débuter en mentionnant que cette réunion est virtuelle. Je reconnais que je suis à Kingston, Ontario, sur les terres traditionnelles des Anishinaabe et des Hurons-Wendat, et je reconnais la présence des premiers peuples. Canada est un organisme virtuel et nous travaillons d'où que nous soyons. Je reconnais respectueusement que mon bureau à domicile est situé à Kingston, en Ontario, sur la terre traditionnelle des Anishinaabe, Haudenosaunee et les Huron-Wendat, et je reconnais la présence durable des premiers peuples. I want to let you know that this meeting is being recorded. Cette rencontre est enregistrée et votre participation sera requise tout au long de la séance d'aujourd'hui. Il y aura un sondage auquel vous devrez répondre dans la fenêtre, ainsi qu'une question à laquelle vous devrez répondre dans le chat. Nous annoncerons le sondage pour que vous sachiez quand il est temps de voter. Vous allez voir une fenêtre apparaître sur votre écran pour le faire. Pendant la session d'aujourd'hui, notre présentateur passera de l'anglais au français, donc je vous recommande de cliquer sur le bouton « Interprétation » en bas de votre écran et de choisir votre langue préférée afin de suivre la présentation. Afin de suivre le bon diaporama, vous devrez le sélectionner à partir du bouton « Options d'affichage » en haut de votre écran. Ce bouton apparaîtra lorsque le webinaire commencera et pas avant. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous verrez les deux options de diapositive en anglais ou en français. Je tiens à vous informer que cette réunion est enregistrée et que votre participation sera requise tout au long de la séance d'aujourd'hui. Il y aura un sondage auquel vous devrez répondre dans la fenêtre contextuelle, comme celle-ci, ainsi qu'une question à laquelle vous devrez répondre dans le chat. Nous annoncerons le sondage pour que vous sachiez quand il est temps de voter. Vous verrez une fenêtre contextuelle apparaître sur votre écran pour le faire. Pendant la session d'aujourd'hui, notre présentateur passera de l'anglais au français. Je vous recommande donc de cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran et de choisir votre langue préférée. Afin de suivre le bon diaporama, vous devrez sélectionner à partir du bouton « Options d'affichage » en haut de votre écran. Ce bouton apparaîtra lorsque le webinaire commencera, mais pas avant. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous verrez les deux options de diapositive en anglais ou en français. I will now pass the mic to Catherine. Je vais donner la parole à Catherine. Merci beaucoup, David. Je suis tellement heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Catherine Carlton, je suis directrice générale d'Orchestre Canada et je me joins à vous aujourd'hui depuis mon bureau à Peterborough, Nogaginois. Je suis une femme avec des cheveux gris. Il y a des tableaux d'un artiste local derrière moi et je porte un chandail orange. Je me prépare pour vendredi. J'habite et je travaille sur le territoire traditionnel et visé par un traité du peuple Anishinaabe de Mississauga couvert par les traités Williams de 1923. Dans 2 jours, les habitants du pays, qu'on appelle aujourd'hui le Canada, célébreront la 2e journée nationale de la vérité et de la réconciliation, une journée qui rendra hommage aux survivants des pensionnats canadiens ainsi qu'aux enfants qui n'en sont jamais revenus, à leurs familles et à leur communauté. En préparation de cette journée solennelle, je vais en apprendre davantage sur les pensionnats et les écoles de jour qui étaient ouvertes près de chez moi afin de mieux comprendre les torts causés et les pistes à suivre. David, je vais vous demander de mettre des liens dans le chat et j'invite mes collègues à se joindre à moi dans cette opportunité d'apprentissage. Alors que nous en apprenons davantage sur le passé, engageons-nous également à construire un avenir différent, à nous engager à nouveau, à soutenir la résurgence de la musique, des cultures, des langues, des traditions, des connaissances et de la pensée autochtone.
Je vais maintenant vous dire quelques mots sur la présentation d'aujourd'hui. Cette présentation est basée sur les résultats d'une recherche entreprise par Kelly Hill de Hill Strategies Research, commandée par le Réseau des villes créatives du Canada. Ce genre de recherche, j'appelle ça une recherche appréciative. Elle reconnaît les véritables réalisations des artistes et des organismes artistiques au cours des 2,5 longues années de la pandémie, et ce n'est pas fini. Elle nous rappelle également que l'innovation n'est pas étrangère aux artistes et aux organismes artistiques. Plutôt, l'innovation, c'est un de nos super-pouvoirs. La recherche nous fait réfléchir à ce qui a fonctionné et nous encourage à nous appuyer sur l'énergie et la créativité remarquables libérées par la crise. Et c'est tellement inspirant à mon avis. Finalement, je considère Kelly Hill et Hill Strategies Research comme des amis des Orchestres Canada et des leaders incontestables dans le domaine de la recherche sur les arts au Canada, avec une feuille de route de 20 ans et près de 400 présentations et rapports de recherche. Alors, bienvenue, Kelly, à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer en français, donc si vous pouvez choisir votre langue pour recevoir la traduction, si vous ne parlez que l'anglais. Mais je commence en français. Avec un partage d'écran. Je m'appelle Kelly Hill, je suis président de Hill Strategy, basé à Hamilton, en Ontario. Je suis un homme blanc. Je suis chez moi aujourd'hui, comme presque tous les jours depuis 20 ans. Et derrière moi, il y a un mur bleu avec de l'art dessus, de l'art local surtout, comme Catherine a mentionné pour elle. Aujourd'hui, je commence à parler de l'innovation et de la résilience, spécifiquement dans le domaine des arts, de la culture et du patrimoine au Canada. Je tiens à remercier Orchestre Canada pour avoir organisé la discussion aujourd'hui. Je vous rappelle ou je vous signale que le site web du projet de recherche se trouve sur résilienceculturelle.ca. Et en plus du Creative City Network of Canada, qui a été mentionné par Catherine, il y a aussi 3 autres partenaires dans le projet de recherche, le Conseil des ressources humaines du secteur culturel, la Commission canadienne pour l'UNESCO et le réseau Les Arts à la Ville. Et je tiens évidemment à remercier ces gens-là pour avoir trouvé le financement pour le projet de recherche. Bon, innovation, résilience pendant la pandémie. On sait tous que le contexte de la pandémie, c'était bien difficile de continuer à avoir des liens humains, surtout pour des organismes culturels et surtout dans les arts de la scène. Donc, ce projet de recherche, nous avons cherché à savoir quelles étaient des pratiques innovantes, des histoires intéressantes qui sont devenues des sources de résilience pour des organismes culturels. Comme l'avait dit Barbara Baranek du Musée d'art de Rouyn-Noranda, la COVID nous a forcés à nous dépasser et à cogiter très vite. Et c'est ça qu'on a essayé de chercher. Comment ça s'est fait dans plusieurs organismes avec quelques artistes individuels, etc. Je commence à vous poser, en vous posant une petite question, une grande question peut-être. L'innovation, c'est-tu une bonne chose ou une mauvaise chose pour vous? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des opinions qui diffèrent concernant l'innovation, surtout en ce moment quand on a demandé qu'on innove presque perpétuellement. Donc, la question aujourd'hui, c'est en général, avez-vous une attitude positive ou négative envers le mot innovation? Et j'ai divisé ça en très positive, plutôt positive, neutre, plutôt négative ou très négative. Donc, si on peut ouvrir le poll, vous pouvez voter. Je vous laisse quelques
secondes pour le faire. Moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. J'ai toujours trouvé que l'innovation, ça devrait être une bonne chose. Merci d'avoir participé. C'est intéressant comment ça s'est fait. Bonne chose. Très positive, 44 plutôt positive, 41 et neutre, 15 Donc, personne n'a dit négative. Bon. Oups. Bon, j'ai perdu l'écran momentanément. Ça a dû repartir. On sait qu'il y a beaucoup de défis dans le secteur des arts, dans le secteur du patrimoine, depuis le début de la pandémie et avant, bien sûr. Mais Statistique Canada a posé une question bien intéressante auprès des organismes des arts, des spectacles et des loisirs pour savoir si les organismes étaient dans une meilleure position actuellement en 2022 qu'en 2019, avant la pandémie, dans à peu près la même position ou dans une pire position. Et à peu près le quart des organismes disaient être dans une meilleure position maintenant. À peu près le tiers des organismes sont dans à peu près la même position qu'avant la pandémie. Et un autre tiers se disait dans une pire position actuellement. Si on compare ça à toutes les industries, à tous les organismes, à toutes les compagnies canadiennes, il y a pas mal plus d'organismes du secteur des arts, spectacles et loisirs qui sont dans une pire position actuellement que la moyenne canadienne. Et c'est évidemment une mauvaise chose, c'était très dur dans le secteur et ça n'est qu'une autre preuve de ce fait. All right, switching to English. On va aller vers l'anglais. Ces statistiques que je viens de recueillir n'existaient pas il y a un an. Au début du projet de recherche sur l'innovation et la résilience. Mais Statistique Canada a fait des sondages intéressants concernant l'innovation et un des sondages a posé une question concernant si les organismes et entreprises ont introduit de l'innovation depuis 2020, donc depuis le début de la pandémie. Est-ce que vous avez introduit de l'innovation? Et un quart des entreprises, c'est au bas. 24 on dit qu'ils ont introduit une certaine innovation, que ce soit dans les processus ou dans les produits. Alors, c'était les deux catégories principales. Vous pouvez voir que c'est juste... alors, au-dessus de la moyenne, les secteurs au-dessus de la moyenne qui ont été suivis par Statistique Canada, vous pouvez voir que l'art, les spectacles et les loisirs, c'est près du haut de tous les secteurs en termes du pourcentage d'organisations et d'entreprises qui ont innové d'une façon quelconque depuis le début de la pandémie. Donc, félicitations à vous en tant que leader du secteur des arts pour votre innovation et peut-être c'est pour ça que vous avez une opinion positive de l'innovation parce que vous avez innové vous-même et très probablement récemment. Et aussi, c'est évident que le seul secteur qui a eu plus d'organisations qui ont dit qu'ils avaient innové, c'était l'industrie de l'information et l'industrie culturelle.
Donc, les groupes ne sont pas parfaits, mais ils indiquent pas mal d'innovations dans les industries culturelles et dans les arts, les spectacles et les loisirs. Et je n'ai pas une preuve de ceci parce que je ne peux pas comparer les ensembles de données ensemble, mais j'espère bien et je m'attends à ce que les organisations qui ont introduit de l'innovation sont soit dans une meilleure position aujourd'hui ou au moins sont à peu près dans la même position qu'avant la pandémie. J'aimerais créer cette corrélation, mais je n'y suis pas parvenue. Ça prendrait beaucoup plus de données détaillées. Alors, ces statistiques que j'ai mentionnées sont très récentes et ça provient de la Statistical Insights on the Arts que j'ai publié sur mon site Web. Et ce rapport s'appelait « Les leaders dans l'innovation, dans les arts, le patrimoine et les loisirs », publié le 6 septembre. J'ai aussi publié d'autres rapports en forme d'infolettre à toutes les semaines depuis le mois de juin. Et voici, l'une d'entre elles était sur la crise de l'emploi, l'autre était sur la crise des emplois dans les arts. Et je l'ai enlevé de l'analyse parce qu'il semble y avoir une crise. Alors, les arts, le patrimoine, ces organisations-là, est-ce qu'elles se considèrent en meilleure position maintenant qu'avant la pandémie? Et j'ai fait une analyse du pays tout entier et ensuite, j'ai fait une analyse provinciale. On dirait que ça fait longtemps, mais c'était il y a seulement un mois. Et aussi, d'autres rapports sur la perception des différences démographiques sur le bien-être pendant la pandémie. Il y avait des statistiques très intéressantes concernant qui croit que les arts et la culture sont importants, ont été importants pour eux pendant la pandémie et qui n'y voyaient pas vraiment d'importance. Et ensuite, il y a le rapport sur qu'on appelle All Signs Point to Precarity. Alors, tous les signes pointent à la précarité et on regarde la précarité pour les artistes et les créateurs de contenu. Donc, si vous êtes intéressé, je vous encourage à vous inscrire à notre infolettre. Et si vous allez à la page qui est inscrite à l'écran, ça, c'est une version d'il y a une semaine. Et c'est ce que vous allez voir sur le site. Donc, il y a plein d'informations à votre disposition. Vous pouvez voir quels rapports ont été les plus appréciés des autres. Et le rapport le plus récent est toujours au centre de la page. Et sur les côtés, il y a d'autres rapports récents également. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce projet Innovation et résilience que vous pouvez trouver sur résilienceculturelle.ca. Et en fait, ça va vous amener à une section de notre site Web, Hill Strategies. Il y a beaucoup plus de détails disponibles sur le site Web concernant ce grand projet de recherche. J'ai eu une équipe extraordinaire de 7 personnes, y compris moi-même. Nous avons choisi et rédigé 29 histoires d'innovation pendant la pandémie dans le secteur des arts. Alors, je veux remercier tous mes collègues parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Andrew Singh à Vancouver. Nous tous, nous sommes des artistes ou des travailleurs dans le domaine des arts ou les deux. Nous ne sommes pas des diplômés d'école d'affaires, donc on n'avait pas une approche d'affaires. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait sur le terrain, qu'est-ce qu'on pouvait découvrir concernant ce qui se passe par le biais d'un sondage qu'on a fait dans le projet et on s'est servi de nos propres connaissances, de nos expertises, soit régionales ou par secteur. On a trouvé des histoires très intéressantes. Donc, Andrew Singh à Vancouver, Blanche Israël à Halifax, JP Longboat à Ottawa, originalement des Six Nations, Margaret Lamb de Kitchener, Mélanie Fernandez à Toronto, Myriam Benzacourt-Durand de Montréal et moi-même. En ce moment, je suis à Hamilton, mais je suis originaire de Regina en Saskatchewan. Donc, l'innovation, quel genre d'innovation?
Qu'est-ce qu'on veut dire par innovation? Peut-être ça veut dire de faire de nouvelles choses ou de faire des anciennes choses d'une nouvelle façon. Certaines innovations ont à voir avec les technologies, d'autres, c'est des innovations dans les processus. On ne s'est pas vraiment concentré sur la technologie. Il y avait, bien sûr, des histoires techniques, il y avait des connexions et des festivals techniques ou numériques, mais on a aussi fait des profils d'organisation qui repensaient leur processus. Et le temps qui leur était disponible pendant la pandémie, ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on peut mieux faire à l'avenir dans notre propre organisation? Donc, peut-être que ça leur a mené à des choses intéressantes, des opportunités artistiques significatives, la promotion de voix diversifiées, combattre le racisme. Ils ont essayé autant que possible de limiter les mises à pied et parfois, ils ont généré plus de revenus. Donc, il y avait un côté à faire dans tout ça, mais ce n'était pas ce que nous examinions de près. J'aime bien la sélection des histoires équilibrées. Nous avons fait 29 histoires, toutes les provinces et 2 territoires. Nous avons couvert les communautés urbaines, périurbaines, rurales, régionales et autochtones, des disciplines différentes, des variétés de têtes, d'organismes, des artistes autonomes, des organismes jeunes et plus établis, dirigés par des gens autochtones, des personnes noires, les LGBTQ, des organismes de langue officielle en situation minoritaire, menés par des femmes, des organismes travaillant avec des personnes sourdes, handicapées ou qui vivent avec une différence. Donc, on a couvert tout cela dans 29 histoires. Et c'était l'une des choses dont je suis très fière dans ce projet. J'ai bien aimé cette sélection d'histoires. Alors, on a écrit 10 histoires de l'Ouest, Afros in the City à Calgary, le Yukon Transportation Museum à Whitehorse. Nous avons également vu 19 histoires de l'Ontario vers l'Est et vers le Nord, le Alien Festival à Iqaluit, Kieran Bowie et Lena Massar, qui sont des artistes autonomes basés à Montréal, mais qui ont fait du travail dans d'autres parties du pays, de la province, la Newfoundland Symphony Orchestra à St. John's. On a aussi fait une histoire sur eux. Et je vais souligner quelques petits éléments de ce qu'ils nous ont dit et quelques observations clés. L'une des observations clés, c'est la flexibilité et l'adaptabilité, que ce soit de l'esprit, des objectifs et des ressources. On a trouvé que c'était un point commun dans bon nombre ou dans toutes les histoires, en fait. Alors, une citation de Sean Brody de Queer Songbook Orchestra. Être résilient signifie être capable de trouver des occasions lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, puis être capable de le regarder d'un différent point de vue et voir ce qu'on peut faire à partir de la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, c'est de faire de notre mieux. Donc, ça démontre beaucoup de flexibilité. Adon Nakemka, Afros in the City à Calgary, elle a fait un lien intéressant entre la flexibilité des attitudes et la liberté d'expression. Si vous voulez comprendre la vie des Noirs, nous devons être libres de nous exprimer. Si vous voulez vraiment entendre nos voix, vous devez vous engager à vous ouvrir et être prêt à accepter les vérités qui sont parfois laides et difficiles à avaler. Une autre chose, c'est que tous les innovateurs à qui on a parlé ont surmonté plusieurs défis en cours de chemin. On sait qu'il y avait beaucoup de défis pendant la pandémie, mais le travail des artistes nous a vraiment surpris dans les 29 histoires qu'on a pu raconter. C'était vraiment fascinant de lire toutes ces histoires. Et j'ai rédigé les 29 histoires en anglais et en français et j'étais très impressionnée par toutes ces histoires. J'ai eu beaucoup de travail l'année passée, mais c'était aussi un travail d'amour, de bien des façons. Donc, certains exemples de défis. Le
Festival Alliganat travaillait avec 25 communautés ou artistes du Nord pour créer des œuvres numériques pour le festival. C'était nouveau pour eux. Victoria Perron, leur directrice exécutive, a dit, par moments, c'était complexe. Certains artistes voulaient abandonner, mais nous les avons appuyés tout au long du processus. Donc, ça a été un très grand défi pour eux. Ils ont eu beaucoup de défis majeurs lorsqu'ils ont lancé un festival numérique. Je crois que c'était en 2021 qu'ils ont fait ceci. Ils ont travaillé avec des artistes de partout dans le Nord où les connexions Internet ne sont pas si bonnes que ça. Véronique Provencher de Tupic Arctic Circus Troupe à Québec a parlé. Elle a dit que la location d'espace était tout un casse-tête parce que beaucoup d'espaces avaient beaucoup de restrictions qui ne nous permettaient pas de travailler en équipe dans l'espace. Nous devions trouver un espace qui pouvait nous accommoder en tant que bulle sans masque, ce qui a exigé pas mal de réflexion. Donc, c'était un item très pratique. Où est-ce qu'on peut travailler ensemble? On est une troupe de cirque. On ne peut pas faire ceci séparément, donc on doit travailler ensemble d'une façon ou d'une autre pour continuer à faire ce qu'on fait. Donc, de trouver un espace de travail, ça a été un grand défi pour eux, mais ils ont pu surmonter ce défi. Un autre élément clé pour bon nombre d'organisations et les individus, c'est que les partenariats ont permis d'étendre les capacités et la portée. Une citation de Ada Nkemka, les partenariats ont joué un rôle crucial dans notre croissance à Calgary, dans les communautés noires et de couleur. À Calgary, nous avons des difficultés à garder nos artistes. Nous essayons de bâtir une communauté où les gens ne sentent pas qu'ils doivent partir pour réussir ou pour se sentir légitimés comme artistes. Donc, les partenariats ont aidé Afros in the City à faire ceci. Ça a aidé pour la rétention d'artistes, spécifiquement les artistes noirs et de couleur. Et c'était très important pour eux. C'est quelque chose qu'ils ont pu faire jusqu'à un certain point grâce à des partenariats. Véronique Provencher, encore une fois, de Tupic Arctic Circus Troupe. Elle a eu de bons conseils. Elle a dit, pour les personnes qui veulent démarrer un projet, il s'agit de trouver de bons partenaires. Ce fut l'une des clés du succès pour cet organisme, demander de l'aide et être fiable. Donc, l'idée du partenariat, vous savez, c'est bilatéral. Il y a quelqu'un qui demande de l'aide, d'autres, et les autres doivent être fiables et aider les autres. Alors, aussi, parfois, il faut juste sauter. Qu'on connaisse la destination ou non. Lilia Mistar, artiste des arts visuels qui travaille à Montréal et à Chicoutimi, ou pendant la pandémie en tout cas, elle a dit qu'il faut prendre des risques à la place de dire que ce n'est pas possible de faire comme on fait d'habitude. Il faut être audacieux et essayer des choses qui n'ont jamais été faites avant. Et ça, c'est au cœur de l'innovation et c'est au cœur de faire de nouvelles choses. Parfois, il faut simplement sauter et être audacieux. Joel Richardson, responsable du Festival of Literary Diversity à Brampton, en Ontario. Ils ont fait un festival numérique très rapidement en 2020. Elle a dit qu'au moment où nous l'avons fait, personne d'autre n'allait de l'avant avec leur événement. Nous étions le seul festival littéraire à lancer des événements en direct virtuellement. Et non seulement est-ce qu'ils l'ont fait, mais ils ont connu beaucoup de succès. Et évidemment, ils ont travaillé très rapidement entre mars et mai de 2020 afin d'avoir leur festival, mais il était virtuel. Et ça a fonctionné. Ils se sont concentrés sur la diversité au sein de l'organisation. C'est pas juste des petites organisations, les grandes organisations qui ont été innovatrices ou les plus riches, et pas seulement les personnes, les artistes plus riches qui ont été novateurs, mais c'est un peu partout dans le spectre. Et Kat McCormick du Eastern Frontier Development a dit des choses peuvent avoir
des petites choses peuvent avoir un impact important au terme, pouvoir mettre en valeur le talent, l'ingéniosité des artistes au Canada. Donc, ils ont mis en œuvre des courtes histoires, si on veut, numériques, si on veut. Le titre est peut-être un peu flou, mais c'était court, une vidéo courte plutôt. Donc, des extraits d'une minute ou 2 minutes. Donc, c'était des œuvres uniques qui étaient de très courte durée. Et ils ont impliqué une trentaine ou quarantaine d'artistes pour les réaliser. Et même si c'était des courts-métrages numériques, si on veut, ce qu'ils ont produit avait un très grand impact sur les artistes avec lesquels ils ont travaillé et un impact sur l'organisme en tant que tel, à établir des liens avec ces artistes qui étaient autour d'eux dans les provinces atlantiques. Kiran Ambwani est photographe qui travaille à Montréal. Elle a réalisé un projet pan-canadien en se servant uniquement de la prestation canadienne d'urgence. C'est assez incroyable pour nous, ça. Et non seulement est-ce que c'était un projet pan-canadien, mais l'objectif exprimé était d'aider à contrer le racisme anti-asiatique en profilant les artistes asiatiques et en disant que pour certains d'entre eux, le racisme est une réalité pour eux. Elle n'est pas allée à l'épicerie pendant un mois parce que chaque fois qu'elle allait à l'épicerie, elle avait l'impression que les gens la regardaient de travers. Donc, avec ce racisme anti-asiatique en hausse, particulièrement pendant la pandémie, mais en général, Kieran a pu mettre en œuvre un projet intéressant pour ces. Donc, c'est grâce, parce que c'était énorme et incroyable, parce que la prestation canadienne d'urgence, c'est bien, mais c'était pas une somme énorme d'argent. Le dernier point que nous avons trouvé, dont on va discuter, c'est que les innovations à court terme peuvent mener à des changements à plus long terme. Alors, des choses qui ont été faites pendant la pandémie peuvent avoir un impact plus long. Une citation ici de Hugh Donnan du Newfoundland Symphony Orchestra qui dit « Nous avons beaucoup de nouveaux abonnements et de nouvelles connexions avec les maisons de retraite par la même nature même de le rayonnement pendant la pandémie qui a mis en connexion ou en lien avec certaines des résidences privées donc, pour avoir des prestations payantes pendant l'année. Et ça s'est produit pendant la pandémie, mais ça pourrait se reproduire en avançant. Donc, ça pourrait offrir davantage d'occasions aux artistes de se produire au cours de l'année. Et je devrais dire, ça s'est traduit plutôt en situation où tout le monde gagne. Donc, Emma Hendricks, Videopool à Winnipeg. Videopool a effectué un processus de révision vraiment interne pendant la pandémie. Ils voulaient vraiment étudier, comme elle m'a dit, à quoi un centre d'art autogéré devrait-il ressembler dans 50 ans. Donc, c'était notre réflexion pendant la pandémie. Après la pandémie, nous serons mieux équipés pour soutenir les gens qui veulent venir en personne et ceux qui veulent se joindre en ligne en gardant à l'esprit l'accessibilité et l'équité. Donc, ils ont pris cette opportunité pendant la pandémie, pendant que les portes étaient vraiment fermées pour déterminer comment mieux ouvrir les portes à l'avenir et prendre le temps qui leur est accordé pour réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire comme un centre géré par des artistes et à quoi ça devrait ressembler dans 50 ans. Donc, c'est un point de vue assez long terme qu'ils ont entrepris. Alors, pour résumer, je vais résumer les 12 aperçus que nous avons notés dans le processus. Et alors que je passe à travers ces différents points, je voudrais que vous réfléchissiez et si vous êtes à l'aise de
indiqué dans le clavardage, le chat, d'autres exemples d'expériences d'un effort d'innovation qui cadrait avec ces idées ou ces aperçus. Et si vous êtes prêts, partagez-le dans le... N'hésitez pas à partager donc un bref résumé, donc et nommer quel aperçu à quel ça aurait un lien. Donc, mais la flexibilité et l'adaptabilité sont nécessaires, donc possibilité dans le financement au niveau du financement, si on veut, du personnel des bénévoles. Donc, tout ça s'additionne donc pour un potentiel pour l'innovation. Donc, il faut surmonter des défis. Certainement, pendant la pandémie, c'est nécessaire, que ce soit numérique, organisationnel et financier. Donc, on coche toutes les cases, je pense, pour bon nombre d'organisations. Les partenariats peuvent accroître la capacité et la portée. Nombreuses bon nombre d'organisations se sont appuyées sur d'autres pour de l'aide. Donc, des fois, ça vient de l'extérieur du domaine. D'autres aperçus, parfois, il faut simplement sauter. Donc, sauter, même si on y aller, même si on n'a pas une direction établie, petit peut être puissant. Donc, on découvre que l'innovation peut avoir lieu à toute échelle et les innovations à court terme peuvent mener à des changements à plus long terme, au-delà d'aider les artistes et les organisations à traverser la pandémie. Et si quelqu'un qui voudrait partager des exemples, je vous encourage à le faire dans le clavardage. Et vous avez peut-être des exemples qui pourraient plutôt établir un lien aux autres points clés que j'ai mentionnés. Donc, une autre, donc l'équité renforce la résilience et que la résilience améliore l'équité. Donc, une optique d'équité aide les organismes à cibler leurs objectifs et à guider les prises de décision qui étaient vraiment nécessaires au début de la pandémie. Donc, on a trouvé que cette concentration était clé pour que les organismes passent à travers les difficultés. Les sources de financement étaient mixtes. On n'a pas essayé de former un modèle de ce qui était le meilleur modèle de financement ou c'est quoi le modèle typique, quoi. Les sources de financement étaient mixtes. Certains organismes ont trouvé de nouvelles sources de revenus, mais pas toutes. Ce n'était pas seulement une question de génération, de générer un revenu. Bon nombre d'organismes ont privatisé et ont tissé des liens avec des artistes et on a trouvé que c'était une source de force pour eux. Et ceux qui ont mis l'accent sur les besoins des artistes ont pu faire avancer plus rapidement leurs objectifs. Quelques points clés. Donc, l'innovation fonctionne mieux lorsqu'elle est personnalisée, que ce soit des innovations technologiques ou des processus. Ça doit bien cadrer pour l'organisme. Une des phrases que j'aime bien, c'est des meilleures pratiques, parce que ça dépend du contexte. Alors, il peut y avoir des bonnes pratiques, il peut y avoir des pratiques appropriées, mais il faut déterminer qu'est-ce qui est approprié et qu'est-ce qui est bon selon votre contexte. On voulait souligner certaines choses de plus grande échelle, non seulement comment les gens ont fait les choses et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la pandémie, mais on voulait vraiment souligner comment les organismes de culture et d'art, etc., pourraient être un endroit important d'échange ou de dialogue. Donc, soit des dialogues à l'intérieur de la communauté sur les défis qui existent dans chaque communauté. Donc, le rôle, si on veut, des organismes comme des endroits d'échange d'informations et de connaissances, cette idée était très importante pour nous. Et c'était clair dans les histoires que nous avons écoutées ou poursuivies. Bon nombre d'organismes et artistes, par le biais du travail qu'ils ont fait, ont pu redéfinir les arts et le patrimoine et qu'est-ce que ça veut dire, que ce soit le processus artistique, redéfinir le processus créatif lui-même, genre présentation d'opéra, si on veut,
beaucoup d'histoires intéressantes, des histoires incroyantes. J'étais bouche bée lorsque je lisais ce que les gens ont pu réaliser pendant la pandémie. Et donc, pour l'avenir, nous avons de nouveaux éléments dans la boîte outils de ces organismes. Encore une fois, si vous avez d'autres exemples que vous voulez partager, faites-le dans le clavardage. Je serais intéressé de les lire lorsque j'ai quelques instants. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager si vous avez fait l'expérience d'un effort d'innovation récent similaire à l'une des idées. Une autre chose que vous pouvez peut-être mettre dans le chat, le clavardage, si vous voulez, oui, une certaine réflexion. Donc, à votre vie, à quoi ressemble le succès ou l'innovation pour vous dans votre travail, compte tenu du contexte actuel? On sait que différentes personnes et différents organismes se trouvent à différentes étapes, quoi. Donc, qu'est-ce qui serait une innovation positive? Ce serait quoi pour vous? Vous avez tout le monde a une attitude assez positive envers l'innovation. Donc, à quoi ça ressemblerait pour vous dans le contexte actuel et à l'avenir? Quelle serait une innovation, si on veut, que vous accueillerez très bien dans votre vie de travail, votre vie professionnelle? Je sais que de mon point de vue, ma perspective, je ne suis pas tout à fait certain à quoi ressemble l'innovation actuellement, mais il y avait certainement des défis pour ce qui a trait de la stratégie de recherche. Et dès que la pandémie nous a frappé, on a perdu notre financement clé pour la série esthétique et d'autres projets qu'on a fait. Donc, on a complété certaines choses. Et à l'automne 2020, ces choses ne se produisaient plus, quoi. Donc, on a pu trouver des finances pour un processus un peu révisé en 2021 jusqu'à début 2022. On appelait ça Arts Insights Canada, mais c'était un projet pilote d'1 an qui n'a pas été renouvelé. Alors, à ce point, c'est une question bon, on fait quoi maintenant? Comment donc faire des statistiques sur les arts. Donc, ça menait à l'innovation et création d'un modèle d'abonnement. Il y a des abonnements gratuits, mais il y a des abonnements payants qui sont disponibles à statsinsightshillstrategies.com. Donc, c'est ça qui soutient le travail. Donc, c'est une innovation qu'on étudie et qu'on essaie de développer parce que nous avons commencé à faire ça au mois de juin de cette année. Donc, c'est assez nouveau en tant que modèle de travail. Ça va, mais ça va, mais c'est pas fantastique en termes d'entrée de finances. Mais ça a été assez bien comme travail. Et ce matin, je regardais des données et j'ai de l'information. Je me suis rendu compte que j'ai de l'information qui pourrait m'amener jusqu'à la fin de l'année sans de nouvelles données nécessaires. Et il y aura de nouvelles données qui vont venir. Donc, c'est une autre chose à laquelle on peut attendre. Donc, disons que la pandémie est un processus continuel en innovation pour nous. Et c'était une assez bonne chose, quoi. On est dans un bon... C'est bien, mais il y a des défis, quoi. Alors, pour terminer, je veux vous encourager à visiter résilienceculturelle.ca, donc le site web pour le projet de l'innovation et résilience. Et je vous remercie pour être ici aujourd'hui et je vous demande si vous avez des questions, des observations. Encore une fois, comme David a mentionné au début, vous pouvez soit lever votre main ou poser des questions dans le clavardage.
All right, so we don't have any questions. Alors, on n'a pas de questions, mais nous avons un commentaire de Gavin. Merci. Magnifique présentation, Kelly. Très heureux que vous l'ayez bien aimé. Et je lis certains des commentaires qui ont été publiés. Ouais, fichier. Situation assez intéressante, quoi. Financement dans différentes catégories pour les gens qui travaillent avec des étudiants, des élèves autistes qui ne parlent pas, qui sont muets. J'ai entendu ça de la part de d'autres organisations qui sont genre développement social. Ça ne me surprend pas, mais c'est un peu décevant. Le numérique est une expérience différente pour les artistes. C'est pas pour tout le monde, quoi. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais c'est malheureux. Mais je crois que lorsque nous tous, nous avons l'occasion de faire des choses en personne, quoi, qui revient. On espère que les gens vont sortir. Il y avait une question au sujet des auditoires. Est-ce que les auditoires, est-ce que les gens vont revenir, quoi? C'est la question clé pour tout le monde. Et les expériences dont j'ai entendu parler étaient mixtes. Certains événements, beaucoup de gens, d'autres moins, différentes expériences. Tandis que le numérique, lorsqu'il y a et la question que les performances ou les prestations numériques sont toujours là à l'avenir, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qui collera quoi? Pour différentes disons que on avait du financement pendant la pandémie pour l'innovation, mais qu'est-ce qu'il y en est de financement continu pour que ce soit sur une base régulière? Parce que c'est pas gratuit, hein? Donc, c'est Catherine. Je n'allumerai pas ma caméra tout de suite, mais ma question était a été votée. Donc, je n'ai pas compris comment on a pu la promouvoir. Donc, c'est une question pour les gens qui sont présents au sujet de sur quoi vous avez innové. Donc, sur quelle chose avez-vous innové que vous gardez maintenant ou qu'est-ce que vous allez continuer à faire évoluer? Et je pense que c'est une question au groupe, disons, on a de la rétroaction sur le contenu présentiel, hybride et numérique seulement. Donc, gardez l'œil dessus. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant la pandémie que vous allez conserver? Qu'est-ce que vous continuez à peaufiner pour vous améliorer? Et avec quoi êtes-vous heureux, quoi? Donc, qu'est-ce que vous êtes très heureux que vous n'avez plus besoin de le faire, disons, que vous pouvez mettre ça de côté? Quelques erreurs. Réponse de Richard qui dit bon, passer ou être sans papier, quoi, numérique, donc mentorat et des ateliers en ligne. Nous allons continuer avec ça. Donc, et Margaret, nous conservons les rencontres virtuelles, les programmes numériques et des live streams de concerts après la pandémie, si évidemment nous avons le financement. Bon, je crois que c'est une bonne question à poser, quoi, parce que aussi horrible que ça puisse être de le dire, on a du temps, le tapis roulant, si on veut, de produire des concerts en présentiel, c'était magnifique, mais donc, moi, puisqu'on n'avait pas ça à faire, on avait le temps et des ressources pour investiguer ou investir dans autre chose. Et maintenant, la question que les prestations en présentiel sont de retour et nous anticipons le retour des auditoires sur place. Ils ont découvert un amour pour leur sofa, si on veut, ou de poursuivre autre activité. Donc, c'est une question assez intéressante autour de l'allocation de ressources. Donc, la question au sujet du financement, c'est intéressant. Dans une version du matériel promotionnel pour ce webinaire, nous avons fait référence au fait que le Conseil canadien a mis de côté 200 millions de dollars pour des projets d'innovation au cours des 5 prochaines années. À ce point, ça pourrait être 4 ans parce que je pense que c'était annoncé 1 an, mais je me demande où nous en sommes
Donc, c'est un gros morceau d'argent, si on veut, pour l'innovation. Est-ce que c'est un espoir ou est-ce que c'est un problème? Ben, fait que l'étude positive que les gens ont exprimée envers l'innovation au début de la session, il faudrait croire que c'est plus une bonne chose que dérangeant, qu'une chose dérangeante, quoi. Mais je pense que c'est là où on revient à la définition, si on veut, d'innovation. Et Kelly, si je peux vous taquiner un petit peu sur ce point, parce que je crois qu'il y a de la littérature complète sur les définitions de l'innovation. Et les définitions que je préfère, si on veut, sont celles qui se concentrent sur le fait que la chose que vous faites, c'est pas nécessaire que ce soit tout nouveau dans le monde et qu'il n'y ait personne qui l'a fait avant vous. C'est simplement peut-être quelque chose qui est nouveau pour vous et que vous avez adapté à vos circonstances. Il peut y avoir des petites innovations, il peut y avoir des innovations massives et transformatrices. Tout est bon. Ce sont mes définitions favorites. Mais quelles sont les vôtres? 100% d'accord avec vous. Je crois que ce que vous avez dit, donc, ces définitions, vous avez listé nos points clés que nous avons trouvés et je suis d'accord avec le point principal que vous avez mentionné au début, que l'innovation, ce n'est pas nécessaire que ce soit tout nouveau au monde complet. C'est tout nouveau pour cette organisation. Donc, c'est innovateur, si on veut, dans le contexte de l'organisation. Ce n'est pas nouveau dans le fait qu'il n'y a jamais personne qui a pensé. Et ce n'est pas ce niveau d'innovation qu'on recherche, quelque chose qui est tout nouveau. Et les statistiques de Statistique Canada, Statistique Canada ont utilisé la même définition que vous et ils l'ont résumé un peu, mais ils l'ont dans une forme simplifiée que c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'était la question. Pas nécessairement nouveau dans le plus grand contexte, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas fait auparavant en termes de produit ou processus. Alors, c'est nouveau pour vous, était la phrase clé. Et je vais partager un autre petit truc que j'ai pris de Paul Bourne, ancien directeur exécutif de Tamarack. Donc, il fait référence à un exercice qu'il appelle R&D. Devinez quoi? Ça ne veut pas dire recherche et développement, ça veut dire rip-off and duplicate. Donc, voler et dupliquer. Donc, c'est là où l'échange d'informations peut être utile en termes d'entendre quelque chose et se poser la question, bon, comment ça fonctionnerait avec nous? Et comment qu'on pourrait utiliser ce processus, si on veut, d'une façon ou d'autre. Je vois que rip-off and duplicate, quelques votes autour de la salle, donc voler et copier, quoi. Donc, on regarde un peu dans le clavardage pour voir si on avait d'autres commentaires. Ou si on vient à une fin douce. Merci beaucoup, Kelly, pour cette excellente session aujourd'hui. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. Il y a beaucoup de choses à quoi réfléchir, mais c'était vraiment un réveil, ou si on veut, pour mon nombre de gens. Je veux aussi remercier tout le monde qui s'est participé. Et j'espère que vous avez tous appris de ce que Kelly a rapporté. Nous allons mettre un lien dans le clavardage pour un sondage. On vous demanderait de le compléter ou le remplir si vous avez quelques instants. Ça va nous aider à déterminer notre programmation future d'une façon qui vous aidera plus ou plus utile, une façon qui sera le plus utile pour vous. Je vais partager. Voilà, bon. Il y a aussi un code QR pour le sondage, si c'est ce que vous préférez. Oui, le code QR, un élément qui avait une résurgence pendant la pandémie. Ça a connu sa deuxième vie, quoi. Et si je mentionner rapidement pour deux projets qui viendront bientôt. Donc, le premier, c'est
une série webinaire anti-racisme, anti-oppression par Angela Connors. L'espace est limité, donc tardez pas à vous inscrire. C'est quelque chose qui sera extrêmement intéressant. C'est au cours de 3 semaines. Et pour les gens au Québec, alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Puis, je vais demander à Lauren si elle n'a pas déjà fait. Elle a le fait. Merci beaucoup, Lauren. Alors, thank you so much again for coming. Thank you. merci encore pour être présent. Merci Kelly et le personnel de Orchestras Canada pour avoir tout organisé ça. J'espère que vous passez une excellente journée.